Bonjour à tous, merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue sur ce webinaire. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs à nous faire signe si vous ne nous entendez pas ou s'il y a un problème de son, mais j'ai l'impression que tout fonctionne bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de crypto-agilité. Crypto-agilité, un thème, il y a beaucoup de choses à dire sur cette thématique-là. On a voulu faire un webinaire de remise en contexte où on souhaite expliquer les grands principes, les grands fondamentaux. Et c'est une thématique que de toute façon, on prévoit de traiter plus largement dans le courant de l'année, en rentrant certainement un peu plus en profondeur, en vous parlant des solutions qui permettent d'y répondre. Mais là, on a déjà un programme très chargé, donc on va essayer de ne pas perdre trop de temps pour débroussailler ce sujet. Alors, hop, je change de slide. Tac. Donc aujourd'hui, pour vous parler du sujet, je suis Nicolas Drouot, en charge du marketing pour CryptoNext. Et aujourd'hui, je suis accompagné par Julien Pratt. Bonjour, oui, je suis Julien Pratt, ingénieur en cryptographie au sein de CryptoNext. Alors, quelques mots sur CryptoNext pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Nous sommes une société qui est issue du monde de la recherche en cryptographie post-quantique, très exactement. Nous contribuons régulièrement aux travaux collaboratifs du NIST, de l'IETF, autour du MITRE aussi, autour des algorithmes post-quantiques et de la standardisation. Nous proposons des solutions qui aident les organisations à opérer leur transition vers la cryptographie post-quantique et à mettre en place une organisation qui soit résistante à l'ordinateur quantique. Au travers c'est un long voyage qui prend au moins 10 ans pour une grosse société et qu'on décompose en plusieurs étapes et pour lesquelles pour chaque étape, nous avons des solutions à proposer. Comme par exemple pour l'étape de préparation, nous avons une solution qui permet de réaliser l'inventaire des actifs cryptographiques qui sont déployés au sein de l'organisation avec notre solution Compass. Pour se protéger face aux algorithmes, pour se protéger face aux ordinateurs quantiques, nous avons une librairie qui se veut à l'état de l'art et qui recense ce qui se fait de mieux, qui a été publié, mais ce qui est encore à l'étude en termes d'algorithmes Quantum Safe. Et nous avons des solutions autour de la crypto-agilité, et c'est la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, crypto-agilité, de quoi parle-t-on? Alors, en introduction, on souhaitait revenir sur, d'une part, c'est une slide que vous connaissez déjà pour ceux qui nous suivent depuis quelque temps, on aime bien revenir sur les fondamentaux de la cryptographie. C'est vraiment le pilier qui soutient la sécurité numérique de votre organisation. C'est sur ce pilier-là que viennent se greffer, évidemment, toutes les solutions de cybersécurité, les protections numériques que vous pouvez avoir mis en place, que sont les PKI, HSM, IAM, Zero Trust, etc. Et c'est ça qui permet au process business de votre entreprise de fonctionner correctement. Si jamais cette cryptographie venait à faillir, et c'est ce qu'on prévoit avec l'arrivée de l'ordinateur quantique qui va rendre la cryptographie asymétrique vulnérable, la cryptographie asymétrique, donc RSA, courbe elliptique, etc. Si ça arrive, c'est finalement tout l'édifice qui chancelle et qui vacille. Donc, en gros, vos signatures numériques ne prouvent plus rien du tout. Vos contrats, du coup, ne signifient plus rien, que ce soit des contrats avec vos clients ou des contrats en interne. Vos données confidentielles ne sont plus confidentielles puisqu'elles deviennent lisibles en clair par quelqu'un qui possède un ordinateur quantique en mesure de casser vos protections. Il n'est plus possible de savoir si les serveurs qui se connectent ou les employés qui se connectent à votre réseau privé sont légitimes ou non. Bref, c'est une véritable catastrophe systémique pour la réputation de votre entreprise, mais aussi en termes de coûts. Les coûts deviennent exorbitants pour y remédier, voire même c'est la survie de l'entreprise qui peut être en jeu. Donc, pour remédier à ça, il y a une solution, c'est évidemment de mettre en place de la cryptographie résistante à l'ordinateur quantique. Et là, on est baqué puisque finalement, un ordinateur quantique ne peut plus ne peut plus vous endommager votre sécurité. Donc, c'est un projet qui va prendre du temps.
qui va nécessiter des compétences bien spécifiques, qui va demander un certain budget à dégager pour mettre en place ça. Mais c'est absolument nécessaire de le mettre en place. Donc, c'est un projet qui est fondamental à opérer dès maintenant parce que c'est un projet qui s'envisage sur le long terme. Maintenant, vous avez remplacé votre cryptographie asymétrique classique par de la cryptographie post-quantique. Et si demain, on se rend compte que l'algo que vous avez mis en place devenait vulnérable, ou si la régulation change et qu'elle vous demande d'utiliser un autre type d'algorithme, est-ce qu'il faut recommencer le process dès le départ? Donc, on sait que c'est un process qui est long et douloureux. Est-ce que vous êtes prêt à repasser par les mêmes étapes? Et donc, c'est là tous les bénéfices de la crypto-agilité, telle qu'elle est définie au travers des agences de sécurité nationales, des institutions, du NIST, etc. Peu ou prou, tout le monde s'aligne sur le fait que la crypto-agilité, ça se réfère à la capacité d'ajouter, de modifier, de déprécier un actif cryptographique, hein, ça va même bien au-delà des algos, sans perturber le fonctionnement de l'entreprise, donc sans créer de perturbations opérationnelles sur l'infrastructure, sur vos process, etc. L'objectif étant évidemment d'accélérer la réponse face à des vulnérabilités qui pourraient être détectées, de diminuer les coûts de remédiation quand il s'agit de remédier à ces vulnérabilités-là, et plus globalement, de mettre en place les bonnes pratiques et de reprendre le contrôle sur la cryptographie. Juste une petite parenthèse, la crypto-agilité, quand on parle de crypto-agilité, ça ne se réfère pas évidemment que aux algorithmes, hein, c'est le lapsus que j'ai fait tout à l'heure. Ça va bien plus loin que ça. Ça se réfère, on parle de crypto-agilité pour les algos, mais pour les clés, pour les certificats, les protocoles, les librairies, les configurations, bref, c'est quelque chose qui est bien plus large et qui nécessite justement une approche très structurée et bien processée. Pour terminer sur cette introduction, la crypto-agilité, c'est quelque part recommandé par tout l'écosystème, hein, qu'on parle des institutions, des agences de sécurité, des analystes comme Gartner. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut mettre en place la crypto-agilité. C'est une bonne pratique, un, pour faciliter la transition vers la cryptographie post-quantique, deux, pour se prémunir face à des menaces futures, si jamais il faut changer d'algo, changer un actif cryptographique. Trois, c'est une forme de mettre en place une forme de résilience cryptographique et de mettre en place les best practices. Et au global, c'est un no regret move parce que de toute façon, qu'on parle de cryptographie post-quantique ou une autre forme de cryptographie, il faut mettre en place cette crypto-agilité pour être en mesure de gérer ça de façon fluide, un peu comme vous pouvez faire une mise à jour de logiciel quelque part. Maintenant, ça se fait de façon assez fluide. Là, il faut être en mesure de faire la même chose pour la cryptographie. Alors, pourquoi mettre en place la crypto-agilité maintenant? Je me tourne vers toi, Julien, pour nous en parler. Merci, Nicolas. Alors, on a beaucoup parlé, enfin, c'est notre cœur de métier, donc on parle beaucoup de la migration vers de la cryptographie post-quantique qui va devoir être faite due à la future apparition de l'ordinateur quantique. En fait, la crypto-agilité, on va en avoir besoin bien au-delà de la cryptographie post-quantique pour plusieurs raisons. Donc, la première, c'est notamment parce que les standards cryptographiques évoluent en permanence. Donc le NIST, là, dans les 2 dernières années, a publié 3 nouveaux standards, FIPS 203, 204 et 205, qui spécifient de nouveaux algorithmes de signature et d'encapsulation de clés, MLDSA, SLHDSA et MLChem, qui sont donc des algorithmes résistants à l'ordinateur quantique. Mais les standards, ils évoluent donc dans le domaine de la cryptographie asymétrique, mais aussi dans le domaine de la cryptographie symétrique. Notamment, le NIST envisage de sortir un mode de chiffrement qui est utilisé en cryptographie symétrique pour remplacer le mode GCM, qui, dans certains cas d'usage très particuliers, présente certaines vulnérabilités. Donc, les standards cryptographiques évoluent en permanence et
la cryptoagilité va permettre de s'adapter très rapidement à ces évolutions de standards. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison pour laquelle la cryptoagilité va être nécessaire, c'est que la cryptographie doit s'adapter aux recommandations des agences gouvernementales. Donc, en fonction de la zone géographique, la réglementation cryptographique va être différente. On ne va pas utiliser les mêmes algorithmes en Union européenne, en Amérique du Nord, en Asie. Donc, si on veut proposer une solution internationale, on va devoir adapter la cryptographie aux zones géographiques sur lesquelles la solution va être déployée. Donc ça, c'est une deuxième raison. Une troisième raison, c'est que des nouveaux vecteurs d'attaque émergent en permanence. Donc là, un exemple qui nous en tant que CryptoNext, nous tient à cœur, c'est l'apparition de ces attaques quantiques. Mais au-delà de ça, en permanence, les algorithmes cryptographiques sont analysés, de nouvelles failles apparaissent vraiment sur l'algorithme, c'est ce qu'on appelle la cryptanalyse, l'étude vraiment algorithmique, mais également, il peut y avoir des vulnérabilités sur les implémentations, des attaques par canaux auxiliaires sur des implémentations qui apparaissent en permanence. Donc ça, l'évolution des techniques d'attaque doit nous amener à se poser la question de comment est-ce qu'on va remplacer une implémentation existante par une nouvelle qui va corriger les défauts de l'existant. Donc ça, c'est une autre raison. Et pour finir, au-delà des attaques vraiment cryptographiques ou matérielles, il se trouve que les implémentations de librairies cryptographiques, avant qu'elles soient vraiment très robustes, il y a toute une phase pendant laquelle on va découvrir de nouvelles failles et le temps de maturité d'une librairie cryptographique est très long. Et on va être amené du coup à devoir corriger régulièrement des failles dans ces librairies cryptographiques. Donc voilà, c'est une autre raison qui doit nous amener à nous questionner sur comment est-ce qu'on va mettre en place cette cryptoagilité pour remédier à ces problèmes. Donc ce qu'il faut voir vraiment, c'est que la cryptoagilité, elle est essentielle pour se protéger contre toutes les futures menaces en général, et en fait, elle ne doit pas être restreinte à la pure transition vers des algorithmes post-quantiques. On doit vraiment garder en tête que en fait, c'est vraiment tout changement d'algorithme. La cryptoagilité doit vraiment répondre à un changement d'algorithme en général et pas seulement à la migration de RSA vers MLDSA, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est sur ce slide, c'est une illustration un peu du dernier point dont je parlais, c'est-à-dire les différentes vulnérabilités qu'on trouve régulièrement sur les librairies cryptographiques. Donc là, on a un tableau qui liste les principales librairies cryptographiques open source qui sont utilisées à peu près dans 95% des implémentations qui utilisent de la cryptographie. Donc, on voit que, en fait, depuis ce tableau liste les vulnérabilités identifiées entre 2005 et 2022. Donc, on voit que, par exemple, sur OpenSSL, qui est quand même la principale librairie cryptographique utilisée dans les applications C, on a identifié 203 vulnérabilités donc en 17 ans. Donc, ça donne une idée de la fréquence avec laquelle on va devoir faire des mises à jour logicielles pour parer à ces vulnérabilités et pour maintenir un niveau de sécurité décent. Donc, on voit que en permanence, on a besoin de garder à jour ces librairies cryptographiques et ce maintien permanent de mise à jour, en fait, c'est une dimension importante, une composante essentielle de la cryptoagilité. Voilà, donc ça, c'est un peu quelques raisons qui nous font penser que la cryptoagilité, c'est pas seulement, ça ne concerne pas seulement la migration post-quantique, mais ça doit vraiment s'élargir et se considérer d'un point de vue général à toute la cryptographie d'une infrastructure. Donc, on va expliquer dans cette séquence un exemple de scénario de migration algorithmique.
Donc, on va être dans une situation où, à droite, on a une application utilisateur, enfin une application, n'importe quelle application de votre infrastructure, qui est dans un état où elle supporte l'algorithme 1 et elle a été provisionnée avec des clés pour cet algorithme 1. Donc, ce qu'il faut voir, oui, c'est que pour faire fonctionner un algorithme, on a besoin vraiment de deux entités, une implémentation de l'algorithme et des clés qui vont être utilisées pour cet algorithme. Une fois qu'on a ça, on peut exécuter effectivement un algorithme. Donc, on est dans cette situation où on a des clés pour cet algorithme et on supporte cet algorithme. À un moment donné, donc le crypto officer ou l'officier de cryptographie va demander de faire une mise à jour pour supporter cet algorithme 2. Donc, l'application, on va devoir la mettre à jour pour supporter ce nouvel algorithme. Et on va devoir provisionner cette application avec des clés pour cet algorithme 2. Donc là, en fait, déjà, on identifie deux types d'agilité. On va identifier l'agilité logicielle, qui va consister à mettre à jour une application pour supporter un nouvel algorithme. Donc, c'est vraiment de la mise à jour logicielle. Et une deuxième agilité, qui va être de l'agilité de clés, où on va devoir gérer dynamiquement le provisionnement de nouvelles clés pour cet algorithme. Donc voilà, on est dans cette situation maintenant où, du côté de l'application, on supporte l'algorithme 2 et on a été provisionné avec des clés pour cet algorithme. À un moment donné, une fois que la transition a été effectuée correctement, le crypto officer va demander d'utiliser cet algorithme 2. Donc, il va y avoir toute une phase transitoire pendant laquelle l'application va pouvoir utiliser cet algorithme 2, mais va devoir continuer à utiliser l'algorithme 1, notamment pour pouvoir communiquer avec d'autres applications qui n'auraient pas été mises à jour et qui continuent à supporter uniquement l'algorithme 1. Donc là, on va avoir cette phase transitoire pendant la migration, durant laquelle on va devoir utiliser les deux algorithmes. Donc là, il y a un nouveau type d'agilité qu'on va définir, qu'on appelle l'agilité de configuration, où donc on a identifié l'agilité logicielle, l'agilité de clé, et là, l'agilité de configuration, ça va juste être le signal pour dire à une application, maintenant, tu utilises cet algorithme au lieu d'utiliser l'algorithme 1. Donc ça, c'est l'agilité de configuration. Et une fois que donc, toutes les applications d'un écosystème ont été mises à jour, cette fois-ci, le crypto officer, la dernière étape, ça va être d'interdire, une fois que donc, toutes les applications ont été mises à jour, le crypto officer va interdire l'usage de l'algorithme 1. Tant et si bien que l'application utilisera seulement l'algorithme 2. Et donc ça va se faire toujours à travers une agilité de configuration où on va juste envoyer un signal à l'application pour dire maintenant tu n'utilises plus que l'algorithme 2. Et une fois qu'on est dans cette étape-là, on considère que la transition d'algorithme a été effectuée correctement et que donc tout le monde est à jour pour utiliser ce nouvel algorithme. Donc on voit que la transition, ça se fait quand même par étapes. C'est pas un claquement de doigts où on dit on change un algorithme. C'est un peu plus compliqué que ça, avec quelques étapes transitoires. Mais on finit par y arriver si on arrive à supporter justement ces différents types d'agilité qui sont définis sur la droite. Donc alors c'est un peu la même chose, mais en version avec des mots plutôt qu'avec un diagramme. Donc en fait, on identifie là vraiment trois types d'agilité dans la cryptographie. Donc l'agilité logicielle, qui consiste à être capable de mettre à jour une librairie cryptographique dans une application, soit pour ajouter un algorithme, soit pour le supprimer, ou éventuellement même pour mettre à jour une implémentation existante, que ce soit pour pallier à une vulnérabilité qui aurait été identifiée dans la librairie, ou pour durcir une implémentation particulière, par exemple pour faire passer une application pour intégrer une nouvelle contre-mesure contre des attaques par canaux auxiliaires, par exemple. Voilà, tout ce genre de mise à jour des librairies cryptographiques. Ensuite, le deuxième niveau d'agilité, donc ça va être l'agilité de clés, qui va consister à être capable de mettre à jour dynamiquement des clés et à provisionner des clés pour un nouvel algorithme. Et enfin, la troisième agilité, donc qui va être l'agilité de configuration, qui va permettre de changer dynamiquement un algorithme. Alors, pour faire ça, en fait, on va définir ce qu'on appelle une crypto policy, une politique cryptographique. En fait, une politique cryptographique, ça va être une liste de règles qu'on va transmettre à une application et qui va spécifier tous les paramètres
cryptographique que doit être utilisée une application. Donc, en gros, on va spécifier tous les actifs cryptographiques à utiliser par une application. Donc, ça va être l'algorithme, la librairie cryptographique qui va exécuter cet algorithme, éventuellement des clés, enfin, tout un tas de configurations cryptographiques qui vont être spécifiées à travers cette crypto-policy ou cette politique cryptographique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'agilité de configuration. Et donc, une fois qu'on a ces trois niveaux d'agilité, on va être capable de gérer dynamiquement et de manière très fine la cryptographie dans toute une infrastructure. Donc, voilà, ça c'était pour les concepts un peu généraux. Donc, on va voir un petit peu par l'exemple comment est-ce qu'on va implémenter une crypto-agilité dans une infrastructure. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la crypto-agilité, donc il y a plusieurs piliers qui vont permettre de mettre en place la crypto-agilité. Donc, on en identifie 5. La première étape, quand on veut faire migrer une infrastructure vers une infrastructure crypto-agile, ça va être d'être capable de faire l'inventaire de sa cryptographie. Donc là, ça va être de répertorier tous les assets cryptographiques qui sont disponibles dans son infrastructure. Ça, c'est la première étape, c'est le préalable pour être capable d'identifier où est-ce qu'on va devoir modifier du code pour intégrer un nouvel algorithme, quelles sont les clés à changer, etc. Donc ça, c'est la première étape. Donc la deuxième étape, une fois qu'on a fait ce travail d'inventaire, ça va être de migrer ces applications de façon à utiliser des API crypto-agiles. Donc qu'est-ce qu'une API crypto-agile ? Pour l'instant, dans la plupart des applications, on appelle les algorithmes de façon très variée. On va pas appeler en gros, tout est hard-codé. Or, on ne va pas appeler de la même façon. Le code va être différent si on utilise RSA ou si on utilise ECDSA ou MLDSA, par exemple. Donc là, le but, ça va être d'intégrer des API qui sont complètement agnostiques de l'algorithme qui va être utilisé en dessous. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, ça va être d'être capable de mettre en place une gestion de clés automatisée pour pouvoir distribuer dynamiquement des nouvelles clés. Donc, ça va se faire à travers des outils assez classiques, hein, des PKI, des CLM ou utiliser des KMS, ce genre de choses. Donc, ça, c'est la troisième étape. Il y a un quatrième pilier qui va être donc la gestion des actifs cryptographiques, qui va consister à intégrer une gestion dynamique de tous les actifs cryptographiques pour pouvoir faire des mises à jour régulières et distantes. Et pour finir, la cinquième étape, ça va être le monitoring en continu pour être sûr que donc, une politique de sécurité de cryptographie qui aura été définie dans le niveau 4 va bien être celle qui est exécutée par l'infrastructure. Donc là, ça va être vraiment une phase de contrôle de log pour être sûr que toute la cryptographie qui est mise en œuvre est bien celle qui a été définie dans la politique de sécurité. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'après, on peut revenir à l'étape 1 pour refaire un inventaire de ces assets cryptographiques. Et donc, l'idée, c'est vraiment que c'est un cercle continu. La crypto-agilité, on ne va pas mettre du jour au lendemain tout un système à niveau. Donc, ça va se faire par étapes où on va prendre morceau par morceau d'une infrastructure pour faire la transition et au final, arriver avec une infrastructure qui aura été intégralement migré vers le nouvel algorithme. Donc, c'est vraiment un cercle continu. La crypto-agilité, c'est vraiment un cercle continu. Alors, un petit exemple. Alors, je parlais des API crypto-agiles. On va faire un petit focus dessus. Qu'est-ce que c'est ? Le problème, c'est que, ce que je vous disais, pour l'instant, la cryptographie, elle est vraiment, dans la plupart des applications, elle est vraiment liée et intriquée même dans le code source. Donc, c'est un problème parce que pour un langage de programmation, il va y avoir une certaine librairie cryptographique, ou même il y en a plusieurs pour un même langage. Pour C, on va utiliser OpenSSL ou FSSL ou bien d'autres. Deuxième problème, c'est que pour appeler un algorithme, on va avoir des séquences de code différentes. Donc, on ne va pas appeler de la même façon ECDSA, RSA ou MLDSA, par exemple. Et la troisième composante, c'est qu'il va y avoir autant de façons d'appeler ces algorithmes qu'il y a de développeurs. Donc, si on combine en fait ces trois dimensions, on arrive à, quand il y a un problème majeur, c'est quand on va vouloir passer d'un algorithme à un autre dans toute une infrastructure qui a plusieurs applications, qui utilisent plusieurs langages, plusieurs librairies. En fait, le code, il va falloir le modifier dans plein d'endroits différents et du coup, la mise à jour est
compliqué, ça va demander bien sûr de revalider tout un panel d'applications, de recertifier. Donc tout ça, c'est très douloureux. Et donc la solution, en fait, ça va être d'utiliser une API crypto-agile qui va être agnostique de l'algorithme, qui va être dynamique, tant et si bien que, donc effectivement, il va y avoir une première étape de migration où il va falloir mettre à jour toutes ces applications pour intégrer ces API crypto-agiles. Donc ça va être, mais l'idée, c'est que de toute façon, la migration algorithmique va être douloureuse. Donc autant faire les choses bien, utiliser maintenant une API crypto-agile et qui permettra dans le futur, s'il y a une nouvelle migration qui doit être effectuée, ce qui va arriver fatalement, le coût sera bien moindre, il n'y aura pas besoin de refaire de certification, la validation sera simplifiée. Donc, c'est vraiment l'idée de mettre en œuvre ces bonnes pratiques dès maintenant pour les futures transitions qui vont devoir se dérouler. Le deuxième pilier sur lequel on voulait dans lequel on voulait un peu rentrer dans le détail, ça va être la gestion des actifs cryptographiques. Donc là, le problème, là, on a un exemple d'infrastructure très basique dans lequel on a 3 applications métiers, un proxy TLS, un VPN, donc c'est-à-dire plusieurs protocoles qui vont utiliser de la cryptographie. Et on a des configurations différentes où, par exemple, pour l'application 20, première, on va utiliser une librairie cryptographique, un algorithme, une clé. Pour la 2, on va utiliser le même algo, mais avec une librairie différente, dans un langage différent, une autre clé, etc. Et en fait, là, le problème de ces infrastructures où, en gros, chaque configuration va être gérée indépendamment l'une de l'autre, c'est qu'en fait, si on doit ensuite estimer le niveau de sécurité global de l'infrastructure, le niveau de sécurité va être équivalent au niveau de sécurité du maillon le plus faible. Donc, ça ne sert à rien de mettre à jour cette application-là si le proxy TLS en dessous est complètement faible, puisque le niveau de sécurité, du coup, sera équivalent au maillon le plus faible. Donc, la solution à ça va être d'avoir une gestion centralisée de tous ces assets crypto pour que, finalement, le crypto officer soit capable de gérer dynamiquement et en permanence tous les actifs cryptographiques et être capable de faire une mise à jour globale d'une infrastructure pour unifier le niveau de sécurité et être en maîtrise complète de son système d'information et de la sécurité de son système d'information. Donc voilà, c'est vraiment ces 2 piliers sur lesquels on voulait qu'on voulait un petit peu détailler. Et pour finir, alors on essaie de construire un modèle de maturité d'une infrastructure pour mesurer la crypto-agilité d'une infrastructure. On a défini 4 niveaux. Le niveau 0 où tous les algorithmes sont codés en dur, le niveau 1 où on va utiliser de la configuration locale qui permettra de modifier un bout de l'infrastructure, le niveau 2 qui va consister à utiliser une crypto policy, donc c'est-à-dire où on va être capable de définir un peu plus finement, pas seulement l'algorithme à utiliser, mais l'algorithme, la clé, la librairie, etc. Et pour finir, niveau 3, où on va être capable de gérer un inventaire, une gestion centralisée de tous ces actifs cryptographiques. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est dans la situation où la plupart des organisations sont plutôt au niveau 0 ou 1. Et le but, ça va être de passer au niveau 3. Et bien sûr, ça va se faire par étapes. On va rajouter un niveau à chaque fois. Et l'objectif, ça va être d'arriver à terme au niveau 3. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et je pense qu'on arrive au bout de notre présentation. On arrive au bout de cette présentation. Merci à tous. On est un peu dans les arrêts de jeu. On a peut-être le temps de prendre 1 ou 2 questions. Donc, n'hésitez pas, si vous aviez des questions, à les poser dans le chat. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on le fera. On reviendra vers vous en offline derrière. Alors, attendez, je prends des questions. Alors, une première question qui a trait au coût de la cryptographie, de la crypto-agilité, je pense. Quel ordre de grandeur de budget à prévoir? Alors ça, je vais la prendre si tu veux, Julien. C'est difficile d'estimer juste le coût de la crypto-agilité. Néanmoins, il y a une étude du BCG, du Boston Consulting Group,
qui a fait une estimation du budget à prévoir pour opérer la transition vers la cryptographie post-quantique. Et c'était estimé un budget global de 2,5% du budget IT annuel. Donc sur une échelle de 10 ans, si vous avez un projet qui va durer 10 ans, ça va vous prendre un montant significatif de votre budget IT annuel qui va intégrer évidemment les phases d'inventaire, de remédiation et de crypto-agilité. Par contre, ce qui est intéressant de retenir, c'était que selon leur estimation, si on tarde à le faire, si on attend vraiment le dernier moment, là, le coût risque de doubler. Donc, on passerait à 5%. Donc, ça serait un budget très, très significatif. Voilà pour cette première question. Je me perds dans mes fenêtres. Je vais me mettre sur… Voilà, on va voir s'il y a d'autres questions. Alors oui, j'en ai une autre. La crypto-agilité est-elle vraiment urgente ou est-ce qu'on surestime la menace post-quantique? Est-ce que tu veux répondre, Julien? Oui. Alors, on a vu qu'en fait, l'idée de la crypto-agilité, ça doit se généraliser au-delà de la menace post-quantique. Donc, quand bien même l'ordinateur quantique, finalement, ce serait une chimère qui verrait jamais le jour. En fait, dans la mesure où les standards évoluent, on est obligé de les appliquer. Et donc, les nouveaux algorithmes MLDSA, MLChem, etc., les standards ont été publiés, donc on doit les implémenter. Donc, en fait, au-delà même de l'hypothétique apparition de l'ordinateur quantique, les réglementations et les standards évoluent et on doit être capable de les implémenter très rapidement. Donc, c'est vraiment indépendant de la menace quantique, finalement, la crypto-agilité. Alors pour terminer, mais on arrive un peu à la fin de cette présentation, j'ai plusieurs questions autour de l'inventaire cryptographique. Comment vous proposez-vous de faire cet inventaire des assets crypto? Est-ce qu'on dispose d'un outil d'inventaire automatique? Alors on a fait plusieurs webinaires sur notre solution Compass d'inventaire d'actifs cryptographiques. Donc voilà, je vous propose soit de visionner les replays. On va peut-être pas avoir le temps de rentrer vraiment dans le fond des choses, dans le fond du sujet, mais en tout cas, on reviendra vers vous pour vous envoyer les ressources qui peuvent vous intéresser. Voilà, merci à tous. Je termine en disant que ce webinaire était enregistré. On vous enverra le replay dans les jours à venir, le temps de le nettoyer un peu, de nettoyer la vidéo et de faire quelque chose de propre. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions sur le sujet. Vous avez l'adresse mail qui s'affiche. Si vous souhaitez en reparler, si vous avez d'autres questions là-dessus, on se fera un plaisir d'y répondre. Merci à tous et on vous souhaite une excellente journée. Merci, bonne journée. Au revoir.